Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre le premier journal de la journée. Hier, 15 novembre, c'était la journée nationale de la paix, une journée instituée en 1996 à la faveur de la célébration de cette journée. Intéressons-nous au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À quand remonte son institution? Pourquoi a-t-il été institué et à qui il est décerné? Élément de réponse avec Serge Gongoma. C'est en 1989 que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a institué le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un prix pour honorer le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Un choix qui ne relève pas d'un acte de complaisance. Houphouët-Boigny est honoré par la communauté internationale à travers ce prix pour son engagement en faveur de la liberté et de la recherche de la paix. Déjà en 1944, il fonde le syndicat agricole africain pour défendre la cause des planteurs africains qui devaient tout subir du colonisateur. Siégeant dans les assemblées constituantes françaises de 1944 à 1946, il fait adopter la suppression du travail forcé dans les colonies d'Afrique. Le bélier de Yamoussoukro intervient dans la résolution de plusieurs conflits en Afrique. Et pour matérialiser son amour pour la recherche de la paix, il bâtit un édifice à Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Des personnalités à l'échelle mondiale ont reçu le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de l'UNESCO à Paris. Entre autres, Nelson Mandela, président de l'ANC, African National Congress et ex-président de la République d'Afrique du Sud, a reçu ce prix en 1991, ainsi que son compatriote Frédéric Willem de Klerk, également ex-président de la République d'Afrique du Sud. Yitzhak Rabin, premier ministre d'État d'Israël en 1993 et Juan Carlos, roi d'Espagne en 1994. Le choix de ces personnalités, dont la plupart ont été dirigeants de pays, montre bien l'importance du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Félix Houphouët-Boigny est né à Yamoussoukro le 18 octobre 1905. Il fit des études en médecine et marqua son engagement politique par la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, en octobre 1946. Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? C'est le thème de l'édition 2014 de la Journée nationale de la paix, dont les principales activités commémoratives ont eu lieu à Yamoussoukro, occasion pour l'association des cadres et élus du Grand Centre de rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, et Henri Konan Bédié, ancien chef d'État et actuel président du PDCI RDA. La paix a été célébrée à Yamoussoukro, mais aussi à Bonois, à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan. L'activité a été initiée par le PNCS, le Programme national de cohésion sociale appuyé du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Gabriel Zani, depuis Bonois. C'est à Bonois que le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, a décidé de célébrer la paix ce samedi 15 novembre. Une célébration faite avec fanfare en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mapritouakus. Des libations aux prières des chefs religieux jusqu'au discours, le constat est clair. L'aspiration à la paix est bien réelle dans le cœur des populations. Si ensemble nous œuvrons pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle, nous sommes capables de relever tous les défis, surtout ceux relatifs à un développement inclusif et durable pour notre pays, tous dans le train de la cohésion sociale. Tous dans le train donc de l'apaisement aussi, comme le gouvernement l'a déjà fait en adoptant la loi sur le foncier rural, bien souvent source de conflits, l'aide au retour des exilés, le dégel des avoirs de personnalités politiques pour l'apaisement du climat politique. Albert Mapritouakus interpelle Bonois donc sur les efforts collectifs de recherche de la paix. Population de Bonois, le thème retenu cette année pour notre journée, Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle, est révélateur d'une nation en pleine reconstruction post-crise. Le retour définitif de la paix, la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les Ivoiriens
quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse et politique, est une exigence fondamentale et indispensable à la reconstruction d'une nation forte et pour l'émergence à l'horizon 2020. Dans cette célébration, organisateurs et population ont su allier l'agréable à l'utile. Des ballets, des artistes en herbe, mais surtout des dons. 1 million de francs CFA a été offert par le PNCS pour la création d'une salle d'urgence de lutte contre Ebola. Avec le planting d'arbres pour la paix, Bonoa est devenue désormais la deuxième commune symbole de la paix après Yamoussoukro. Les fidèles célestes aussi ont célébré la paix. La paroisse Centre charismatique de Port-Bouët a organisé un culte d'action pour prier pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Mamadou Kwasi. Louer le Seigneur par les chants, c'est prier 2 fois selon les Saintes Écritures. C'est ce que les fidèles de la paroisse charismatique Jérémoyama de l'église du christianisme céleste ont traduit en acte ce samedi 15 novembre, journée nationale de la paix. Une volonté d'implorer le Tout-Puissant pour le développement et la paix définitive en Côte d'Ivoire. L'amour, c'est une arme. Donc je demande à chacun de nous d'aimer son prochain, de nous pardonner, afin que nous puissions vivre ensemble. Pour l'occasion, des groupes musicaux et des leaders de l'église du christianisme céleste sont venus de plusieurs paroisses, notamment de Divo, de San Pedro, de Yopougon et d'Issia. Tous avaient à cœur de solliciter le Seigneur pour que l'amour du prochain et le pardon règnent à jamais en Côte d'Ivoire. Des initiatives saluées par le parrain de ce culte d'action pour la paix, Bleu Mamadou, de confession musulmane, explique sa présence aux côtés des chrétiens célestes par l'existence d'un Dieu unique pour toutes les religions. C'est pourquoi il invite les Ivoiriens à faire du vivre ensemble une réalité pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, qui est le père fondateur de la nation ivoirienne, avait coutume de dire « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Il faut un comportement de paix, un comportement de pardon, un comportement de tolérance. C'est à ce seul prix-là que la Côte d'Ivoire pourra évoluer. Ça ne sert à rien de s'entre-déchirer, de se faire la guerre. Au nom du président de la République, le parrain Bleu Mamadou, président du conseil d'administration de l'IPSC Grailleux, a fait un don pour l'acquisition de matériel musical par la paroisse Centre charismatique Jérémoyama de Port-Bouët, afin de toujours louer le Seigneur pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme au chapitre célébration de la journée nationale de la paix. On s'intéresse à présent à une autre journée, celle de la sécurité routière, célébrée tous les 16 novembre sur le plan africain. Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre des Transports Gaoussou Touré, évoque d'importantes réformes dans le secteur du transport routier. Il s'exprime ici au micro de Patricia Oumouitia. 3e dimanche du mois de novembre. Date retenue pour célébrer la journée africaine de la sécurité routière. En moyenne, 600 décès et 13 000 blessés chaque année dans notre pays. Occasion pour le gouvernement ivoirien d'interpeller les citoyens. En agissant sur des facteurs tels que la vitesse excessive, le téléphone au volant, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le port du casque, la conduite en état d'ivresse, l'état mécanique des véhicules et l'état des infrastructures routières, la signalisation adéquate des véhicules immobilisés sur la voie publique pour cause de panne ou d'accident, il est possible de faire l'économie de nombreuses vies humaines et d'importantes ressources financières. Résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte, le ministre des Transports met en œuvre une importante réforme du secteur du transport routier. Le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives et des mesures appropriées en la matière. La réforme du permis de conduire en cours, la modernisation des équipements de contrôle de la vitesse, la professionnalisation du métier de conducteur. La journée africaine de la sécurité routière est décrétée par la conférence des ministres africains des transports. La 6e édition de la conférence sur les partenariats publics-privés en Afrique se tiendra du 19 au 21 novembre prochain ici à Abidjan et pour la première fois en Afrique de l'Ouest francophone. Africa PPP 2014 se tient à Abidjan en raison surtout du retour de la BAD à Abidjan, institution qui appuie l'événement selon Dan Kobernan, initiateur du projet.
C'était au cours d'une conférence de presse tenue au CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Plus de 400 participants venant de 30 pays y sont attendus. Le thème est promouvoir le partenariat public-privé durable au bénéfice des générations futures de l'Afrique. Un mot d'emploi dans ce journal pour parler de l'AGEP qui va bientôt créer des diplômés multilingues. Les détails dans cet élément de Roger Appé et Léon Bro. Plus d'échecs à un appel à candidature pour les demandeurs d'emploi, faute du parler et de l'écrit de l'anglais et autres langues usuelles en entreprise. En tout cas, c'est le but de cette convention qui lie désormais l'AGEP à son partenaire, une structure de formation. Il s'agit de renforcer les capacités des demandeurs d'emploi dans les langues étrangères, notamment l'anglais via Internet par la méthode Rosetta Stone, Tell Me More. Rosetta Stone Tell Me More est présent dans plus de 133 pays. Rosetta Stone Tell Me More est une méthode complète comprenant plus de 10 000 exercices, un système de reconnaissance vocale. Tell Me More propose enfin 210 heures de préparation aux examens, dont le TOEFL. 5 000 francs CFA pour l'anglais, base de la formation, et 3 000 francs CFA par langue complémentaire, à choisir entre l'espagnol, l'allemand ou le chinois. Les inscriptions s'effectuent en ligne à travers le site de l'AGEP, www.agep.ci. Par cette formation, la structure de promotion de l'emploi entend relever le défi de la mondialisation. Le constat est évident. Aujourd'hui, plus tiers des entreprises recherchent des candidats capables de s'adapter à des environnements professionnels différents où les compétences interculturelles, l'aptitude à travailler au sein d'équipes multilinguistes et multiculturelles, l'adaptabilité et de bonnes compétences en communication sont très sollicitées. Cette formation déjà subventionnée par l'AGEP est aussi ouverte aux travailleurs. Elle va durer 6 mois après inscription, une période pendant laquelle les apprenants bénéficieront de suivi. Les tensions entre l'Occident et la Russie à propos de l'Ukraine ont pris le pas sur tous les autres temps forts du sommet du G20 qui se tient à Brisbane, un sujet qui a éclipsé tous les autres à ce sommet. Malgré la douceur australe, le sommet du G20 à Brisbane a des relents de guerre froide comme au temps des affrontements Est-Ouest. La Grande-Bretagne et l'Australie ont dénoncé le déploiement de navires de guerre russes au large de l'Australie, alors que le président Poutine est l'invité du sommet. Poutine n'est pas le bienvenu en Australie. Les Australiens s'inquiètent de l'environnement et de la surexploitation des matières premières. L'ordre du jour du G20, c'est la croissance. Ils veulent augmenter la croissance pour qu'elle revienne au niveau d'avant la crise financière mondiale. Ce n'est pas tenable. Nos ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas continuer comme cela indéfiniment. Autre accroc, cette fois-ci avec la France, Vladimir Poutine a appelé samedi son homologue François Hollande à minimiser les risques et les conséquences négatives à propos de la livraison du navire du type Mistral commandé et payé par la Russie. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps des turbulences qui existent et nous avons un devoir, nous avons d'ailleurs rempli ensemble déjà le 6 juin, c'est de régler les crises qui se produisent en Ukraine et ailleurs dans le monde, là où nous avons des responsabilités. Autre souci, le climat pour les chefs d'État et de gouvernement présents à Brisbane. L'Australie était sous pression pour muscler les actions contre le réchauffement climatique après l'accord surprise sino-américain. Les deux pays les plus pollueurs invitant les autres puissances économiques à prendre des engagements en ce sens. Les dirigeants présents au G20 ont promis de faire leur possible pour éradiquer l'épidémie d'Ebola, une annonce accueillie en demi-teinte par les ONG. Les Nations Unies disaient qu'on avait une fenêtre de tir de 60 jours sur place pour réunir les ressources nécessaires afin de contenir le virus Ebola. Il ne reste plus que 15 jours avant que cette fenêtre se referme. Il y a urgence. Selon Oxfam, plus de la moitié des membres du G20 n'ont pas fourni leur part en termes de participation financière pour lutter contre Ebola. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé les membres du G20 à intensifier leur soutien aux pays affectés par le virus. Critiqué de toutes parts, Poutine a quitté Brisbane.
Les puissances mondiales étaient donc réunies 48 heures durant en Australie, 2 jours durant lesquels il a flotté comme un parfum de guerre froide dans la ville de Brisbane. Vladimir Poutine, isolé, n'a pas pris part au déjeuner des chefs d'État et est reparti avant la publication du communiqué final dans lequel la part belle est faite à la croissance mondiale, même si la lutte contre le réchauffement climatique n'était pas complètement oubliée. Et puis, on le sait, depuis 48 heures environ, c'est la Guinée équatoriale qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2015 du 17 janvier au 8 février prochain en remplacement du Maroc. Les opérateurs économiques sur place se frottent déjà les mains. Préparer un tel événement en 2 mois, un vrai défi. Mais la Guinée équatoriale a les moyens grâce à l'argent du pétrole. Elle a aussi déjà certaines infrastructures, routes, aéroports, hôtels, construits pour la CAN 2012. Alors cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations tombée du ciel, c'est une aubaine inespérée pour les opérateurs économiques du pays. Ça va nous apporter beaucoup de retombées économiques, d'opportunités, de touristes et beaucoup plus de gens vont connaître notre pays. Tout bien sûr ne sera pas aux normes requises pour une telle compétition. Mais l'essentiel, c'est que la CAN soit sauvée, se félicite une confédération africaine de football éperdue de gratitude envers le président équato-guinéen. Nous le remercions et nous lui disons que nous ferons tout, j'ai dit tout, pour lui retourner vraiment cette gentillesse qu'il nous a témoignée en organisant efficacement cette CAN afin que son pays puisse en tirer profit aussi. Et pour le président Obiang Nguema, c'est déjà tout bénéfice. Au pouvoir depuis 27 ans, critiqué pour ses dérives autocratiques, il apparaît en sauveur. Ironie supplémentaire, son équipe nationale, ici en blanc, est à présent sélectionnée d'office à la CAN. Elle avait pourtant été disqualifiée aux éliminatoires pour avoir présenté un joueur d'une autre nationalité. Et puis, bonne nouvelle sur le front de la lutte contre Ebola. Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé hier samedi la fin de l'épidémie sur leur territoire. Déclarée fin août en RDC, l'épidémie a provoqué la mort de 49 personnes. Voilà, fin de ce journal. L'information continue sur la RTI et sur rti.ci. Moi, je vous retrouve demain à 6h30.